Alors du coup, je vais commencer puisque nous sommes légèrement en retard. Nous avons, et je commencerai avec lui, enfin non, je vais déjà présenter la seule femme du plateau, et donc la parité n'est une fois de plus pas atteinte. À ma droite, vous avez Lucie Anison. Alors Lucie Anison est la directrice des opérations de COP Média. Et COP Média, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une toute nouvelle structure qui a été créée en octobre avec une mission d'aider au développement de la presse indépendante. Par le financement, mais pas uniquement par le financement, et elle nous en parlera. Après, vous avez, à ma gauche, vous avez Lou Espergilière. Donc Lou Espergilière, lui, c'est un créateur de médias. Il a co-créé avec notamment Juliette Keff Vers le Média, un média tout en ligne, comme sa couleur l'indique et son nom l'indique, chargé des questions d'écologie. Et c'est un média bénéficiaire, ce qui est quand même une très très bonne nouvelle. Puisque c'est quand même le but numéro un, c'est quand même de gagner sa vie et de dégager de l'argent avec son activité. On reviendra sur cette question plus tard. À sa gauche, vous avez Mathieu Zeraski. Donc Mathieu Zeraski représente la DGMIC. La DGMIC, c'est la Direction Générale du ministère de la Culture qui s'occupe notamment des médias et des industries créatives. Et ce qui est cocasse, c'est que c'est un ancien journaliste. Donc du coup, c'est intéressant pour cette raison également. Et si je me tourne vers la droite, vous avez Vincent Socodato, qui lui est directeur d'un département qui s'appelle le Relais Culture Europe, qui est une association que je trouve méconnue, donc merci d'être là, qui est chargée d'appuyer, d'accompagner les gens qui cherchent des financements pour développer des projets médias. Et il le fait dans un cadre européen. Sa structure est basée à Paris, à côté de la gare du Nord, si ma mémoire est bonne. Mais il est là, à notre service, en quelque sorte, pour nous aider à comprendre et à démêler les chevaux des aides européennes, le maquis des aides européennes. Il y en a pas mal. C'est un peu rebutant, mais il y a beaucoup d'argent à la clé, potentiellement. Et enfin, désolé François, à l'extrême droite, vous avez François Bonnet, qui préside le Fonds pour la presse libre. Donc le Fonds pour la presse libre, je pense que vous connaissez, qui est également ancien directeur, entre autres, directeur éditorial de Mediapart pendant 10 ans. Le Fonds pour la presse libre donc, est à la fois la structure de contrôle de Mediapart, mais a une mission d'intérêt général, qui est d'aider au développement des médias libres, des médias indépendants, et qui y contribuent notamment par du financement, par des dons et par des subventions. Voilà. Alors, donc, je vous avais promis un panel intéressant. Je vais juste cadrer un petit peu les choses, parce qu'on parle de médias indépendants, donc globalement, on se cale à peu près, si vous êtes d'accord, sur la définition du SPIL. Le SPIL est le syndicat de la presse indépendante en ligne, pour lequel l'indépendance se définit avant tout par une majorité des activités qui découlent d'une activité éditoriale. Donc on rejette à la fois tous les opérateurs dont l'activité essentielle n'est pas la presse, puisqu'on se dit ils ne sont pas vraiment indépendants, parce que globalement ils font du business par ailleurs, et ce n'est pas leur souci premier. Et on écarte également tous les opérateurs qui ont un rapport trop proche avec la puissance publique, soit parce qu'ils croulent sous les subventions publiques, c'est rare, soit parce qu'ils ont des liens de dépendance avec la puissance publique. Voilà. Donc c'est ça à peu près les médias indépendants. Si je prends la définition du FPL sur la presse libre, c'est sans lien de dépendance vis-à-vis des intérêts privés et des autorités étatiques. Voilà, je reprends la définition qui figure sur le site. Bon. Alors, le but numéro 1 de médias indépendants, c'est quand même de gagner sa vie, c'est quand même la base. Et donc c'est pour ça que on va être très, très attentif à écouter Lou pour savoir comment son média s'en sort. Néanmoins, il y a des gens qui ont planché, à la fois dans le cadre des états généraux de l'information, et ils ont publié ce gros document. Et il y a d'autres gens qui ont planché dans le cadre des états généraux de la presse indépendante, et qui ont fait des préconisations pour aider au financement. Parce que globalement, il y a quand même de l'argent qui est distribué, mais de façon souvent opaque, souvent obsolète,
pas très juste. Mais le constat, c'est que, et notamment le constat des États généraux de l'information, c'est qu'il y a une paupérisation croissante du secteur, et que du coup, ça entraîne des menaces sur le pluralisme de la presse, alors que l'information est un bien public, un bien commun également, et que avec ce qu'ils appellent en bon jargon de bureaucrates des externalités positives, et que ces externalités positives, en gros l'information qu'on sort pour le bien public a une valeur, et donc le financement par de l'aide est justifié, et de plus en plus justifié au vu de la paupérisation du secteur. Voilà. Et c'est pour ça que la DGMIC, donc le ministère en France, que l'Europe, ont déployé de très, très nombreuses aides, mais c'est aussi pourquoi la profession s'organise peu à peu. Et donc vous avez en 2019 le FPL qui s'est créé en pionnier pour aider d'autres médias qui partagent les mêmes valeurs à se développer. Et c'est pour ça que vous avez COP Média, qui pour le coup vient d'un autre univers, l'économie sociale et solidaire, qui s'est dit mais il y a un enjeu majeur, un enjeu politique, et qu'il faut vraiment aider cette presse indépendante, et Lucie nous expliquera tout ça. Mais je vous l'ai promis, on va commencer par Lou, et tu vas nous dire comment en 5 ans, enfin puisque le média va bientôt fêter ses 5 ans, comment est-ce que tu as réussi à imposer une marque de presse avec un modèle économique très particulier, le don récurrent notamment, pour de l'information gratuite, donc ça peut sembler paradoxal. Vous pouvez lire gracieusement, gratuitement, vers le média. D'ailleurs, je vous le conseille. Et en revanche, si vous pouvez donner, c'est pas mal, de façon ponctuelle. Mais évidemment, pour cette réseau, c'est beaucoup mieux si vous pouvez donner de façon récurrente. Voilà. Et donc, c'est le pari qu'il a fait, pari paradoxal, la gratuité, mais payante. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Jacques, pour l'invitation. Bon, déjà, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ne connaissent pas Vert ? Si vous pouvez lever la main. Ok. Bon, ça fait pas beaucoup de monde, je vais aller assez vite. Vert, c'est un média indépendant d'actualité en ligne. Alors, comme son nom l'indique, en fait, on n'est pas un média spécialisé sur l'écologie, on est un média généraliste qui lit toute l'actualité au travers du prisme de l'écologie, de l'urgence écologique. Et donc voilà, l'idée, c'est de permettre au plus grand nombre de s'informer de façon simple et funky, c'est un peu notre mot d'ordre, sur des sujets qui sont extrêmement compliqués et très anxiogènes. Et le but final de tout ça, c'est de permettre aux citoyens de faire des choix plus éclairés au nom de leur droit à être bien informés sur des thématiques absolument vitales pour leur avenir individuel, mais aussi l'avenir de nos sociétés. Donc, comme notre combat et notre parti pris initial, c'était que les gens ne sont pas assez informés et que peut-être que s'ils avaient plus d'informations sur la crise écologique, ils seraient un peu plus enclins à se mettre en mouvement, on a essayé de réfléchir à un modèle économique qui nous permettait de limiter le nombre de barrières, tout ce qui limitait l'accès à l'information. Donc c'était important pour nous que tout soit en accès libre et gratuit. Ensuite, on tient l'indépendance en haute estime, et donc il n'était pas question qu'on ait des actionnaires ou des sponsors un peu bizarres. On n'a pas de publicité, donc c'est vraiment voilà, tout est en accès libre et gratuit, pas de pub, pas de contenu sponsorisé. Et donc une fois qu'on a mis ça en place, il n'y a pas 10 000 modèles économiques qui sont possibles. Et il se trouve qu'au moment où Vert a réfléchi à son modèle économique fin 2019, on s'est lancé officiellement au début 2020, il y avait d'autres médias qui avaient fait la preuve qu'il était possible d'avoir un modèle économique basé sur des dons. Donc il y avait notamment Reporter, il y avait Grist aux États-Unis, qui est aussi un média d'actualité sur l'écologie. C'est le moment où Guardian est en train de faire sa mue et de passer à un modèle tout entier, gratuit et basé sur les dons. Donc voilà, en gros on s'est dit que c'est le modèle qui permet de cocher absolument toutes les cases. Et c'était aussi un modèle qui, comme tout était en accès libre et gratuit, permettait de nous faire connaître plus facilement à une époque où on n'avait pas d'argent, pas de notoriété, rien du tout, quoi. Donc en gros, Vert, initialement, c'est moi tout seul qui suis en fin de droit au chômage, pétri d'éco-anxiété après l'été 2019. J'avais 800 € sur mon compte en banque que je destinais à un voyage en Italie. Et ces 800 €, ils ont servi à payer le design de Vert, qui est encore celui qu'on a aujourd'hui. Donc vraiment, on s'est lancé avec à peu près rien, à part de la bonne volonté et vraiment ce parti pris fort éditorial, cette envie vraiment de transformer un peu la société par nos informations. Et donc on a testé plein de trucs. Au tout début, on a fait des petites campagnes de dons. C'était en 2021. Je suis parti à la COP26 sur le climat qui était à Glasgow. Et à l'époque,
faire un reportage à Glasgow, c'était très cher pour un média comme le mien. Et donc, on a fait une première campagne de dons à l'époque pour que nos lecteurs, nos lectrices nous permettent de payer les, je sais pas, 3500 € que ça coûtait. Enfin, vraiment, on partait de pas grand-chose. Et donc, on a commencé à tester des trucs. On avait une beau jauge avec la tête de Boris Johnson. Et dès qu'il y avait un peu plus d'argent, il devenait de plus en plus enragé parce qu'il voulait surtout pas que nous, on vienne informer correctement sur cet événement-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a mis le pied à l'étrier. On a fait plusieurs campagnes de dons uniques. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu compliqué parce que en fait, vous avez beaucoup d'argent d'un coup et puis après, ça fond pendant les mois suivants. Donc, c'est pas générateur de stabilité et par contre, c'est générateur de nuits de sommeil un petit peu compliqué. Et donc, on s'est laissé convaincre que le meilleur modèle, c'était celui du don récurrent. Et ça, il y a plusieurs manières de faire, mais nous, en gros, le modèle, c'est celui du membership, qui est quelque chose qui se guide beaucoup dans les médias anglo-saxons, donc de l'adhésion. C'est-à-dire que c'est un don avec une forme de contrepartie symbolique pour donner envie de rejoindre en fait un projet de média, quoi. Donc c'est pas juste du don avec rien. Il y a des médias qui font ça. Donc nous, on a créé le club de verre. Donc c'est les lectrices et les lecteurs qui font un don mensuel. Et en échange de ça, ils ont accès à des petites contreparties symboliques. Par exemple, on les invite tous les 3 mois à des apéros du club, où on fait des interviews de personnalités et après on boit des coups tous ensemble. On les sonde quand on a des grandes questions sur l'avenir du média. Par exemple, on s'était demandé si on devait faire un partenariat avec Combini, sachant que Combini était toujours un petit peu détenu par un pétrolier. Voilà, donc on leur a expliqué les tenants et les aboutissants. On pense que c'est une bonne idée parce que ça permet d'avoir une visibilité qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Par contre, il faut savoir que ça appartient à un pétrolier et donc on peut considérer que c'est un petit peu gênant. Voilà, et donc ils ont voté à plus de 90% en faveur du partenariat avec Combini. Ce qui fait que d'une part, ils ont un vrai pouvoir de décision. En tout cas, on tient vraiment compte de leurs avis. C'est-à-dire que parfois, ils ne sont pas d'accord avec nous et on finit par trancher comme on avait décidé. Mais en tout cas, c'est important de les associer au projet éditorial. Là, ils ont soutenu ce truc-là. Ça veut dire qu'en fait, on a toutes ces personnes-là qui ensuite vont défendre potentiellement Vert en disant bah voilà, c'est un truc qui a été vraiment tranché. Ils n'ont pas fait ça en loose day. Et donc, ça va aussi avec une grande transparence où quand on prend des décisions, en fait, on en informe en premier lieu les membres du club et puis ensuite les lecteurs et les lectrices de Vert. Et donc, on a fait maintenant trois grosses campagnes pour le club. Et on a acquis, là maintenant on a 6000 membres du club, donc 6000 donatrices et donateurs récurrents, ce qui nous a donné une stabilité économique folle par rapport à ce qu'on connaissait il y a encore 2 ans, ce qui permet de voir beaucoup plus loin, ce qui permet de voir l'avenir assez sereinement, parce que c'est aussi, en fait, c'est aussi une énorme force d'avoir un modèle économique basé sur des milliers de personnes qui vous soutiennent, alors qu'elles ne sont pas obligées de le faire, parce que tous les contenus sont en accès libre et gratuit. En fait, ces personnes-là, sauf scandale majeur, il n'y a aucune raison qu'elles s'en aillent. Et c'est des personnes ensuite qu'on peut mobiliser pour tout un tas d'autres choses. Donc c'est vraiment une force et une richesse. Et je finirai là-dessus. Il y a pas grand-chose de plus gratifiant quand on fait son travail de journaliste, je dirais un peu dans son coin, on publie des articles, on a des statistiques, mais on ne sait pas très bien ce que les gens en pensent finalement, que de recevoir des centaines et des centaines de messages d'amour et de soutien dès qu'on fait des campagnes de dons, avec plein de gens qui nous écrivent en disant c'est génial, je vous soutiens, j'ai convaincu ma mère de vous soutenir, vous êtes indispensable. Enfin, à chaque fois on se fait des mix de tous les messages qu'on a reçus et genre, on a tous un peu la larme à l'œil pendant les campagnes de dons. Mais voilà, en plus ça donne vachement de sens au métier qu'on fait et voilà, donc je ne saurais que trop vous recommander si un jour vous voulez monter un média d'adopter un modèle comme ça. En tout cas, si la thématique et votre ambition s'y prêtent. Merci Lou. Bon, le but c'était de vous galvaniser, de vous montrer que c'est possible, même avec 800 € en compte en banque. Mais simplement, il faut un ton, il faut parfois être un peu canaille, et il faut nouer une relation très forte avec son public, et puis il faut être astucieux, quoi. Et il y a déjà des questions, mais... Ah, on parle vraiment de thunes. Le don moyen récurrent, non mais on est transparent. Alors tous les ans on publie un rapport d'impact où tous les chiffres que je vous donne en fait sont publics, donc j'ai rien à cacher. Le don moyen c'est de l'ordre de 8 €, don moyen mensuel. Voilà, et donc en 2024, parce qu'on a fait une campagne de dons unique aussi, les dons ça représente 800 000 € de revenus en 2024, donc on a fait x2 par rapport à 2023, et c'est plus de 90% de nos revenus. Voilà. Et juste pour compléter, les 10% qui restent, on fait de la formation de journalistes professionnels dans des grandes rédactions pour leur permettre de mieux traiter tous les sujets, mais à la lumière de l'urgence écologique. Donc on a formé des journalistes du Parisien, RFI, France 24 et d'autres. On vend un petit peu des posters pédagogues, mais qui sont disponibles en téléchargement gratuit sur notre site. Donc vraiment tout est disponible gratuitement. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout pour être parfaitement transparent. Ok. Et est-ce que tu as sollicité des subventions je sais pas, auprès de la DGMI. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié François en plus. Auprès du FPL.
Oui, alors on a très peu de subventions. Au tout début, on a eu la bourse d'émergence, qui si vous vous lancez dans un média, ce sera peut-être votre première source de financement. Donc c'est d'ailleurs la DGMIC, donc c'est bien, j'ai tous mes sponsors autour de cette table. Donc c'est une bourse pour aider les médias qui se lancent, d'un montant qui va de 30 à 50 000 euros. Si le projet est vraiment bien, c'est 50 000 euros, sinon c'est un peu moins. Donc on avait eu ça au tout début, et l'an dernier, on a été soutenu par le FPL sur un projet de journalisme de solution, une série sur l'eau, pour essayer de voir quelles étaient les vraies bonnes solutions et les vraies bonnes réponses aux crises de l'eau présentes et à venir. Et donc, c'était de l'ordre de 15 000 euros, quelque chose de cet ordre de grandeur-là. Ouais. Ok. Parfait. Alors, je vais passer la parole à François, justement. Donc, François, qui préside, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le FPL, créé en 2019, qui est une vraie réussite. Alors j'ai relu le dernier rapport d'activité, donc les chiffres sont pour fin 2024, donc ça va être encore plus important depuis, mais c'est à peu près 700 000 euros quand même récoltés auprès du grand public sur l'idée de financer de la presse indépendante et libre. Et c'est 37 médias différents aidés, et c'est 6500 contributeurs. Donc il y a quand même des gens sensibles à la cause de la presse indépendante. Donc j'ai envie de te dire, quand tu t'es lancé il y a 5 ans, est-ce que tu imaginais ce premier bilan ? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est il y a une inflexion cette année, pour la première fois, avec un appel à projet très orienté, fléché, sur le financement d'enquêtes sur l'extrême droite. C'était la première fois que ça arrivait. Et du coup, c'est pas exactement le positionnement initial, qui était l'appui aux initiatives de médias. Et là, on est plus dans participer à une sorte de combat politique, parce qu'il y a un enjeu majeur. Donc ça, je pense, nous intéressera tous de t'écouter là-dessus également. Bonjour à toutes et tous. Merci de cette invitation. On fait souvent des débats sur les modèles économiques des médias indépendants et les financements. Donc je veux juste faire une remarque préliminaire. Tout ce que vient de dire Lou, dans 2 ans, ça peut ne plus exister. Le FPL, dans 2 ans, peut ne plus exister. La presse indépendante, dans 2 ans, peut être simplement détruite. Il suffit de regarder pour ça les amendements déposés par le RN dans la discussion budgétaire de l'automne dernier. Et c'était des amendements, et ça fait partie d'ailleurs du programme du RN. Il n'y a pas que la privatisation de l'audiovisuel public dans ce qu'est le programme média du RN. C'est des amendements qui tapaient sur 2 clous. Le premier clou, c'était de supprimer le taux de TVA super réduit à 2,1% pour la presse écrite. C'est un taux, je dirais, historique, qui a été accordé à la presse numérique en 2014, après des années de bataille avec le pouvoir exécutif. Et donc le RN proposait de remonter ce taux préférentiel de TVA, qui est aujourd'hui de 2,1%, à 20%. Ça veut dire que tous les médias indépendants qui aujourd'hui fonctionnent par des systèmes d'abonnement ou de vente, quand ils sont en papier, il n'y a plus de modèle économique. À 20% de taux de TVA, il n'y a plus de médias indépendants rentables, donc tout le monde disparaît. Le deuxième clou sur lequel il tapait, c'était celui qui concerne directement Lou et Vert, mais qui concerne aussi directement le FPL, c'était celui sur la déductibilité fiscale. L'économie du don qui se développe en France, et c'est une bonne chose, et ce sont des dons pour l'essentiel de particuliers. J'imagine que Lou, c'est pareil, vous avez des dons de particuliers, vous avez pas. Le FPL n'a que des dons de particuliers, à quelques petits dons de petites fondations, 2, mais sinon c'est exclusivement des dons de particuliers, des dons moyens. Il y avait une question sur le don moyen, en gros nous c'est 70 €. Et quand on fait le tour des gens qui fonctionnent sur des systèmes de dons, généralement c'est ça du reste. C'est marrant de voir que alors le FPL n'est pas un média, c'est un peu comme une fondation, c'est un fonds de dotation, mais grosso modo, le don moyen en général tourne aux environs de 70 €. Cette économie du don, elle est basée quand même très largement, pas exclusivement, mais largement sur de la déductibilité fiscale.
c'est-à-dire que ces dons peuvent donner droit, pour ceux qui sont imposables sur le revenu, à une déduction de 66%. Et c'est évidemment très important. Et quand vous regardez les systèmes de collecte et d'appel à soutien des médias indépendants, ça se passe quand? Ça se passe toujours à l'automne, quand il s'agit d'inciter les gens qui sont imposables sur le revenu, c'est-à-dire la moitié des foyers fiscaux en France, à donner au moment, parce qu'ils pourront déduire 66% de leurs impôts. Voilà, c'est un système historique. Donc voilà, le projet du RN repose sur ces deux piliers, supprimer la déductibilité fiscale, supprimer le taux de TVA super réduit, ça veut dire simplement annihiler la presse indépendante. Alors, c'est en partie pour ça que le FPL, je réponds à ta deuxième question, je répondrai ensuite à la première, Jacques, que le FPL a cette année, assez exceptionnellement, c'est vrai, c'est la première fois qu'on fait un appel à projet fléché sur enquêter sur l'extrême droite. Pourquoi c'est pas une démarche militante? D'abord, c'est une démarche d'information, parce qu'on est nombreux à estimer qu'il n'y a pas suffisamment d'informations sur cette mouvance politique qui est l'extrême droite et qui avance quand même largement masquée. Vous arrivez, si vous êtes journaliste politique, vous arrivez très facilement à reconstituer à peu près tous les bureaux politiques, conseil national, réunions de direction de tous les partis politiques, sauf d'un seul, le RN. Essayez de reconstituer des verbatims, ce qui s'est dit lors des réunions de direction du FN, vous n'y arrivez pas. Ou vous allez avoir des informations parcellaires et qui seront quasiment impossibles à vérifier. Donc il y a une nécessité d'enquête très grande sur cette mouvance, sur le parti RN, mais sur, je dirais, toute cette galaxie d'extrême droite. Il y a un besoin d'infos. Il y a un besoin d'infos pour comprendre, pour savoir ce qui se passe dans les municipalités, etc., etc. Donc ça, c'était la première raison du FPL. Le FPL, il est là pour inciter et pour financer du journalisme de qualité. Donc la première raison, c'était celle-là. La deuxième raison, c'était aussi une raison professionnelle, c'était de dire il faut quand même se pencher sur ce parti qui a quand même pour projet de détruire ce qui fait notre métier et ce qui est le cœur de notre métier, c'est-à-dire l'indépendance, l'enquête, l'info vérifiée, une info recoupée, une information de qualité, voilà, c'est ça, produire de l'information. L'extrême droite, en termes d'information, nous offre du fake news par wagon entier, et sinon du commentaire. Il suffit de regarder ces news, et vous avez assez bien ce qui est l'équation de l'information selon l'extrême droite, c'est-à-dire une information tronquée, la plupart du temps, fausse, et ensuite un commentaire incessant et un torrent de paroles nauséabondes. Donc ça, c'est totalement destructeur de notre métier. C'est ce qu'on voit, c'est un des éléments d'analyse des différents sondages qui, année après année, alors il y a le sondage le plus, je dirais, le plus suivi, qui est celui de la Croix, de par son ancienneté. Mais quand on voit la véritable rupture qui s'opère entre l'opinion publique et les médias, je pense que la responsabilité des vecteurs aujourd'hui de propagande de l'extrême droite est très grande là-dedans, comme la responsabilité des chaînes d'infos en continu en général. Voilà. Donc c'est ce qui explique pourquoi on a décidé exceptionnellement cette année de faire un appel à projet qui va coûter au FPL environ 130 000 €. Mais à cet appel à projet, cette année, on ajoute un second appel à projet qui est plus classique, qui est dans la veine de ceux qu'on fait chaque année depuis 2019, ce qu'on appelle un appel à projet généraliste. De quoi il s'agit? Il s'agit on a généralement une cinquantaine de candidatures chaque année. Il s'agit d'aider des médias à se développer, à franchir des petites marches. On ne croit pas aux grands bonds en avant. On pense qu'on est plus la construction d'un média, c'est quelque chose de très méticuleux. C'est une sorte de petit artisanat où on ajoute une brique sur une autre et puis on monte une marche d'escalier, on franchit un palier, etc. Donc ça peut être des choses très simples
mais qui se révèlent souvent très utiles. Comment refaire une newsletter efficace et propre, comment refaire des tunnels d'abonnement, des parcours d'abonnement sur le numérique pour les sites qui fonctionnent par abonnement, comment mettre en place des outils qui permettent de travailler son public, ses lectrices et ses lecteurs, d'échanger, d'être en contact permanent, etc. Bon, voilà, donc il y a plein de choses qui sont autour de développement technique et éditoriaux. Et puis ensuite, il y a des projets plus ou exclusivement éditoriaux qui nous sont proposés et qu'on trouve intéressants. Toutes ces candidatures sont examinées par un conseil qui rassemble 11 personnes. C'est tous des gens qui ont des expertises très fortes dans les différents métiers de la presse, donc technique, éditoriale, animation, rédaction en chef, gestion d'entreprise de presse, etc. Et puis, on progresse de cette façon. Ce que je veux juste dire, après je conclus, ce que je veux juste dire, c'est qu'on va parler là de financement, mais qu'il ne faut pas oublier ce qui est l'essentiel de notre métier. Notre métier, c'est d'attraper des lectrices et des lecteurs. C'est de construire des publics. C'est pas des foules indiscriminées qui vont cliquer, qui vont zapper, Non, c'est de construire des communautés de lectrices et de lecteurs. Un journal qui n'a pas de lectrices et de lecteurs, c'est un journal qui ne sert à rien. On connaît tous des médias qui publient d'excellents contenus, mais qui sont tellement confidentiels, parce que là, on va parler de quelques centaines de visites par mois, que très franchement, je le dis un peu cash, ça ne sert à rien. Les journalistes ont parfois trop tendance à créer des médias pour se faire plaisir à eux. On n'est pas là pour faire le journal qu'on a envie de faire. On est là pour faire des journaux qui sont à même de rassembler et de recruter des lectrices et des lecteurs. Et je dis ça parce qu'il y a ce petit biais, cette petite déformation professionnelle des journalistes qui pensent que quand ils aiment faire quelque chose, il y aura forcément un public derrière. Non, pas forcément. Donc la base de tout, c'est d'abord de concevoir des projets éditoriaux à même et d'avoir une proposition éditoriale, une offre rédactionnelle à même de construire des publics. Et donc, dans le travail que fait le FPL également, et on n'est surtout pas rédacteur en chef, on fait ça très prudemment et avec, je crois, beaucoup d'humilité et beaucoup d'écoute des différentes équipes qui candidatent. Mais il y a quand même cette dimension qui est de dire, nous, on est là pour aider à construire des modèles économiques pérennes. Okay. Et un modèle économique pérenne, ça passe par le recrutement de public. Et donc, s'il n'y a pas cette obsession du public... Voilà. Mais je voulais insister là-dessus. Tu as épuisé une grande partie de ton temps de parole. Absolument. Et ce sont des aides soit sous la forme de subventions, c'est plutôt de l'ordre de 15 000, ou alors d'avances remboursables, donc des prêts, et là qui peuvent monter plus haut, 30, 40, 45. C'est à peu près cet ordre de grandeur pour le moment. Voilà. Du coup, je vais demander à mes autres orateurs d'être un petit peu plus courts, désolé François, pour qu'ils puissent avoir un échange. Donc je me retourne vers Lucie. Donc Lucie, on est très très curieux de comprendre ce qu'est COP Média, d'où ça vient et quel est le projet. Et en quoi n'est-il pas redondant avec le FPL ? Merci beaucoup. Je vais essayer d'être du coup un peu courte. Je vais poser aussi la question inverse qu'a posée Lou. Qui connaît COP Média ici ? Ah quand même. Ok, cool. Trop bien. On est une coopérative, donc moi je suis directrice opérationnelle de COP Média. J'ai commencé à travailler sur ce projet il y a 1 an et demi. Je pense que les premiers qu'on a rencontrés à l'époque, c'était le FPL, et puis on a très vite rencontré Vert, Street Press, etc. En gros, nous, on vient de l'économie sociale et solidaire au départ. Donc quand je dis nous, c'est la petite équipe qui a incubé, pensé le projet. Donc on vient de structures militantes de l'économie sociale et solidaire.
qui, au départ, travaille sur les questions de réappropriation citoyenne dans divers domaines. Moi, par ailleurs, je travaille par exemple chez Enercop, qui travaille sur la réappropriation citoyenne des enjeux liés à l'énergie. On travaille beaucoup avec la NEF, qui est une banque et qui travaille beaucoup sur comment est-ce qu'on remet le citoyen au cœur des enjeux bancaires, etc. Les questions liées à l'alimentation. Enfin, voilà, nous, notre prisme d'entrée, c'était la réappropriation citoyenne. Et on a un petit collectif de structures qui travaillent sur ces enjeux-là. Et il y a quelques années, on est arrivé au constat qu'on est des structures qui travaillent depuis 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, dans divers domaines sur ces questions-là. Et on voit bien qu'on n'arrive pas à faire bouger les choses, on n'arrive pas à briser le plafond de verre. L'extrême droite est aux portes du pouvoir. Enfin, en tout cas, on n'arrive pas à peser dans la balance. Et du coup, notre constat, c'était de se dire, il y a 2 domaines sur lesquels il faut qu'on aille si on veut pouvoir peser. C'est, disons, la politique politicienne classique. Et du coup, on travaille via des collectifs, etc., sur les questions des listes citoyennes, de comment est-ce qu'on peut aider les citoyens à se réapproprier les enjeux liés aux élections, etc., faire du plaidoyer auprès des élus, se présenter aux élections. Voilà, ça, c'est une partie. Et on se disait, comment est-ce que on va sur le sujet des médias, avec le constat que côté médias classiques, traditionnels, mainstream, je ne sais pas comment on les appelle, on n'arrive pas à faire parler de nous. Ils traitent des sujets sociétaux de façon ultra classique, en mettant en avant des solutions, des choses ultra capitalistiques classiques, et nos modèles un peu différents économiques sur lesquels on prône des façons de faire qui essayent de proposer une économie un peu moins tournée vers le profit et un peu plus tournée vers l'humain. On n'y arrive pas. Et du coup, on avait le truc de se dire, quid des médias indépendants qui sont aujourd'hui beaucoup plus en phase avec nos façons de penser la société, et dont on fait le constat que, par contre, ils ont du mal économiquement à vivre, ils font face à des difficultés en permanence, leurs modèles économiques sont remis en cause au quotidien. Du coup, ça, c'est une question que je trouve intéressante, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des médias qui sont en bonne viabilité économique, en fait. Qu'est-ce que ça leur permet de faire? Pourquoi est-ce que c'est pas viable? Pourquoi est-ce que c'est pas sain d'avoir des médias qui sont toujours le couteau sous la gorge? Enfin, ça, je trouve que c'est intéressant de redire qu'est-ce que ça vous permet au quotidien, en fait, de se concentrer sur d'autres choses, de pas être en permanence à regarder vos équilibres financiers. Bref. Donc, on se disait, comment est-ce que nous, économie sociale et solidaire, dans lesquelles de fait, il y a énormément d'engagement citoyen, il y a énormément de gens qui nous financent au quotidien. Enfin, la NEF a fait une levée de fonds et a levé 20 millions d'euros en 1 an et demi. Il y a de l'argent du côté des citoyens. Ils sont engagés. Il y a des citoyens prêts à s'engager. Donc, comment est-ce qu'on met les médias indépendants et des citoyens, des citoyennes qui ont envie de s'engager sur cette question de l'indépendance des médias face à face? Et donc, on a créé une coopérative qui s'appelle COP Média. On est allé voir plein de médias indépendants en leur disant, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire là-dessus? Et globalement, tout le monde a dit, ouais, super idée. Surtout si vous avez une base de citoyens, citoyennes engagés, prêts à mettre la main à la poche, et à la fois en termes financiers, mais aussi en termes d'engagement bénévole, aller être militant sur les territoires, aller présenter les médias indépendants sur les territoires, etc. Et donc, on a créé COP Média, et on a en gros 4 axes. Je vais les faire très rapides et ensuite je vais essayer de m'arrêter. Donc c'est lever des fonds massivement auprès des citoyens, des citoyennes et de l'économie sociale et solidaire pour faciliter l'accès au financement des médias indépendants. Nous, notre créneau, et c'est là où je pense qu'on peut être très complémentaire au FPL, on lève de l'argent, déjà c'est pas du don. On lève de l'argent, les gens prennent du capital. Donc, vous prenez une part sociale dans COP Média. C'est pas du tout la même forme d'argent. Les gens, ils investissent, en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on peut récupérer son argent. Et ça, pour nous, c'est hyper important. C'est de dire, en gros, c'est de mobiliser de l'épargne citoyenne. Vous avez un peu d'épargne, vous voulez pas forcément la placer à la banque, etc. Vous dites, je la place dans COP Média, je la mets 5 ans. Nous, ça nous permet de financer des projets de médias indépendants. Et au bout de 5 ans, si vous en avez besoin, vous le récupérez. Si vous n'en avez pas besoin, vous le laissez là. Donc ça, pour nous, c'est important. Et dans l'économie sociale et solidaire, c'est un truc qui existe beaucoup. Il y a plein de fondations, de fonds de dotation, d'associations. On lève tous des formes d'argent différents. Et en fait, on voit bien que c'est complémentaire. Et nous, on est convaincus que le gâteau, il est plus grand qu'il n'est aujourd'hui. On pense qu'on n'arrive pas en prenant des parts de gâteau existants, mais qu'on est là pour faire
augmenter la taille du gâteau. Voilà, ça, c'est notre prisme. Et du coup, on a un peu travaillé avec les médias indépendants sur où est-ce que, côté financement, il y a des besoins. Et a priori, on s'oriente, alors tout ça est encore en construction, hein, mais on s'oriente vers des financements plutôt plus importants que ce que propose le FPL aujourd'hui, qui ne peut pas forcément répondre à toutes les demandes, notamment avec des tickets plutôt aux alentours de 50, 100, 150 000 euros. Donc pour des projets de développement d'activités. Et du coup, ce serait sous forme non pas de dons ou de subventions, mais vraiment de prêts participatifs essentiellement, potentiellement titres participatifs, avances remboursables, etc. Donc voilà, là, ça c'est notre créneau sur la partie faciliter l'accès au financement. On a aussi une brique qu'on veut développer qui est mieux diffuser l'offre des médias indépendants. Nous, on est arrivé aussi avec le constat que côté économie sociale et solidaire, on a 300 à 600 000 citoyens ultra impliqués dans nos initiatives. Et si on va plus loin, on peut toucher des millions de personnes qui, à mon avis, ne connaissent pas aujourd'hui l'offre des médias indépendants. Donc, comment on rend ça plus visible ? Et du coup, c'est aussi renforcer le modèle économique des médias indépendants en renforçant leur lectorat et donc les personnes qui soit donnent, soit s'abonnent. On a une troisième brique qui est celle de la mutualisation, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti auprès des médias. C'est est-ce que Coop Média peut être un moyen pour nous de mutualiser des choses sur lesquelles on a des besoins pour se professionnaliser, notamment sur les questions hors cœur de métier, vraiment comptabilité, DAF, RH. Comment est-ce qu'on a accès plus facilement à des outils, à des personnes qui connaissent nos modèles, etc. Et ça, l'idée, je rebondis sur ce que disait François, nous, l'idée, c'est de pouvoir donner des outils pour que les médias puissent se concentrer sur leur cœur de métier, capter des lecteurs, répondre aux besoins, etc. Voilà, nous, on n'est pas là, on n'est pas journaliste, on n'est pas spécialiste des médias, donc on n'est pas là pour proposer des trucs de mutualisation a priori sur des questions plus cœur de métier, mais plutôt amener des choses sur de la mutualisation sur des fonctions support. Et puis la dernière angle, mais que pour l'instant on n'a pas encore creusé, c'est soutenir les structures qui font du plaidoyer, puisque pour nous il y a vraiment un angle hyper important sur améliorer la prise en compte par les pouvoirs publics des enjeux spécifiques aux médias indépendants. Et là c'est probablement amener du soutien au FPL qui fait déjà plein de trucs, au SPIL qui fait déjà plein de trucs. Et pour l'instant c'est un angle qu'on n'a pas encore vraiment creusé. Tout ça étant dit, on s'est lancé le 9 octobre dernier, donc tout est en construction, on est tout récent. Donc voilà, j'ai encore plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Sauf si tu as envie que c'est sympa. Je continue. Non, j'ai pas envie. Enfin, j'ai envie de te redonner la parole par la suite. Pour dire quand même une chose, c'est que vous êtes en plein travail de définition de la gouvernance, ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire qui va décider, comment sera composé le conseil d'administration, quels sont les critères d'éligibilité. Et donc tout ça, c'est un travail compliqué. Et donc c'est ça qui est en train de se faire, avec un objectif, si mes informations sont bonnes, c'est de pouvoir lancer 2 appels à projets d'ici l'été, si tout va bien. Ouais, enfin un appel à projet. Un appel à projet. Oui, non, déjà un, ce serait super. Et juste, oui, il y a un truc que j'ai pas dit, donc c'est qu'on est une coopérative et notre idée, c'est vraiment que au sein de la coopérative soient représentées toutes les parties prenantes au sein du conseil d'administration, donc dans les prises de décision, qui est des médias, des partenaires, les salariés, des citoyens, citoyennes. Notre idée, c'est vraiment d'avoir une gouvernance la plus ouverte auprès des sociétaires possibles, avec, on a vraiment un projet politique d'éducation populaire sur ces sujets de médias, information, combien ça coûte, comment ça marche, etc. Voilà. Merci Lucie. Je me retourne vers Mathieu Zeraski pour la DGMIC, donc la puissance publique n'est pas absente de ces enjeux. C'est un souci pour elle, mais avec beaucoup de propositions d'aide, d'appui, plus d'une cinquantaine en fait, de propositions, tellement de propositions d'aide, de bourse, qu'on s'y perd un peu. Si, on peut se plaindre quand même, parce que ça marche pas aussi bien que ça devrait marcher, notamment sur les délais d'instruction, sur l'opacité du système. Et aussi, on peut craindre des choses, puisque la petite rumeur, sans attendre l'éventuelle arrivée d'une extrême droite, c'est que dès à présent, au vu de la situation budgétaire de notre pays, il y a des menaces.
J'entends même des gels potentiels, notamment d'une aide à l'investissement importante qui s'appelle le Fonds de développement stratégique de la presse. Donc où en est l'état de ça? Quelle est sa volonté de vraiment aider à la presse indépendante? Et est-ce qu'elle est encore en capacité de le faire? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées ces dernières années, ou ces derniers mois même, j'entends. Alors moi, je vais vous emmener déjà en 1796, au temps du Directoire. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est en fait la date de la création des premières aides à la presse. Tout ça pour vous dire que ça fait plus de 200 ans que l'État soutient le pluralisme des idées. Et par là même a mis en place un certain nombre de dispositifs d'aide à la presse. Les premières aides à la presse donc, concernaient notamment une compensation du coût de l'affranchissement postal. On a, au cours des décennies, évolué pour d'autres types de dispositifs, notamment en prenant en compte, ça a été dit, bien l'état du paysage médiatique français, avec des évolutions bien sûr nécessaires, notamment pour prendre le virage du numérique. Donc il y a eu une sorte de juxtaposition, certains diraient peut-être un peu empilement, d'aides à la presse qui sont créées un peu au fil de l'eau. Donc j'entends bien sûr les critiques qui peuvent être faites sur les différentes aides à la presse qui sont pilotées par le ministère de la Culture, puisqu'il y a 3 blocs principaux en fait d'aide à la presse qui sont aujourd'hui potentiellement qui pourraient être potentiellement mobilisables. 3 gros blocs, un bloc qui concerne la diffusion et la distribution. Là, je vais peut-être passer rapidement, mais il s'agit d'une compensation par l'État de tout ce qui concerne en fait les coûts de distribution, des coûts de distribution pour avoir son exemplaire à des prix abordables et accessibles en kiosque, mais aussi pour avoir son titre de presse abonné également à des prix qui sont accessibles pour que chaque citoyen puisse pouvoir acheter son titre de presse. Donc ça passe par des compensations de coûts, par de la distribution postale, mais aussi de la distribution par porteur, de la distribution en kiosque. Tout ça dans l'objectif, bien sûr, de garantir le pluralisme, le sous-jacent, on va dire l'idée fondamentale de toute la politique d'aide à la presse de l'État, c'est de permettre à chaque citoyen, qu'il vive en zone rurale ou au centre d'une grande ville, de pouvoir s'acheter son titre de presse à des prix abordables et de maintenir une accessibilité de l'ensemble des titres, de n'importe quelle orientation politique, de maintenir cette accessibilité pour les citoyens. Donc ça, c'est vraiment la base et c'est ce qui, en fait, sous-tend l'ensemble de l'action du ministère de la Culture. Le deuxième gros bloc, c'est un bloc qu'on appelle les aides à l'investissement. Lou en a parlé. Il s'agit notamment des bourses d'émergence. Donc c'est tout ce qui concerne les aides, on va dire, pour mettre le pied à l'étrier de certains nombres de titres émergents pour leur permettre d'avoir voilà, un peu on va dire, de fonds propres à la base pour lancer leur titre de presse. Il s'agit d'un... J'ai préparé déjà toute une... Je ne vais pas être trop technique parce qu'il y a toute une variété en fait, de dispositifs qui aident. Mathieu vous a préparé une feuille, vous pourrez la récupérer à la fin de la conférence. Exactement. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on va vous perdre, mais en revanche, si vous voulez connaître les aides, vous pouvez récupérer ce document. Exactement, je vais vous noyer sous des tonnes d'informations. Mais nous avons donc cette bourse l'émergence, également des fonds de soutien au développement de la presse, donc ça vise à prendre en charge un certain nombre d'investissements à titre pour la modernisation des outils informatiques, pour aussi revoir un peu, faire des études aussi de faisabilité de tel ou tel projet d'investissement. Donc ça, c'est le deuxième gros bloc. Le troisième gros bloc, il s'agit des aides au pluralisme. Et les aides au pluralisme, c'est ce qui fait souvent l'objet justement de critiques peut-être sur la difficulté d'avoir une vision très claire de ce qui existe, puisque ça cible à la fois des quotidiens de presse locale, à la fois des titres ultramarins, à la fois des titres des quotidiens nationaux, des publications nationales, des services de presse tout en ligne. Donc là, en effet, il y a une variété d'aides qui existent.
et qui permettent à un certain nombre de titres de presse d'exister et qui visent en fait à garantir une certaine soutenabilité économique des médias, sachant que ces aides au pluralisme visent en premier lieu des titres qui ont de faibles ressources publicitaires. Pour diverses raisons, certains titres ne peuvent pas, on va dire, attirer un certain nombre d'annonceurs. Et donc là, l'État vient pour compenser cette impossibilité de certains titres de presse à avoir des revenus pub. Donc c'est une aide ces 3 grands blocs en fait mobilisent environ 200 millions d'euros par an. Il y a plus de 450 titres qui sont bénéficiaires des aides à la presse. Je tiens quand même à préciser que sur ces 450 titres, il y a un grand nombre de titres qui sont de très petites entreprises, qui sont des titres de presse ou des médias qui ont été lancés il y a très peu d'années, donc des petites structures. Et l'État vient bien sûr aider et contribuer à la solidité financière de ces titres. Je tiens quand même à préciser que lorsqu'on octroie une aide, à aucun moment, ça je le précise, à aucun moment l'État ne va faire preuve d'ingérence éditoriale pour dicter à tel ou tel directeur de publication, directeur de rédaction, ce qu'il doit écrire dans ses colonnes. Ça doit être très clairement édicté. Je tiens également à rappeler l'existence aussi du fonds de soutien aux médias de proximité, qui est un fonds qui vient aider des médias qui sont à la fois des médias certes de proximité, mais qui s'adressent pas forcément à des sites internet, mais aussi à des web télé, des web radios. Donc ça, je ne sais pas s'il y a des porteurs de projets dans la salle, mais ça pourrait aussi être intéressant. Donc voilà, il y a toute une panoplie, et comme j'ai dit, je ne vais pas aller trop long, mais toute une panoplie d'aides. Et est-ce qu'il y a menace sur ces aides, et où en est-on de la redéfinition de la conditionnalité des aides? Parce qu'en fait, le mouvement qui s'opère en ce moment, ce serait, si j'ai bien compris, de conditionner le versement des aides au respect de certains critères, notamment des critères éthiques, des critères de dépenses éditoriales, et puis question subsidiaire qui émanait des états généraux de la presse indépendante, c'est pourquoi est-ce que les aides publiques ne sont pas fléchées exclusivement vers des médias indépendants? Alors là, il y a plusieurs questions. Premièrement, sur la conditionnalité des aides, alors bien sûr, le ministère n'est pas aveugle, ou en tout cas pas sourd à ce qui s'est dit, ce qui a été discuté notamment pendant les États généraux de l'information. Bien sûr que nous réfléchissons à cela. La ministre s'est exprimée dès l'an dernier, notamment pour mettre en place une éga conditionnalité des aides. La question est vraiment pas si simple sur la conditionnalité des aides. Pour la faire courte, c'est à la fois ajouter des contraintes pour les titres de presse qui, en même temps, se plaignent de la bureaucratie et de différents documents qui sont exigés par le ministère de la Culture. Avoir des indicateurs très fiables, en fait, et objectivables. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'éco-conditionnalité, sur quoi on se base? Sur une empreinte carbone, ça veut dire quoi? De demander à tous les titres de calculer leur empreinte carbone et donc des frais supplémentaires pour les titres. Lorsqu'on parle d'éga-conditionnalité, donc la parité, on se base sur quoi? Sur le nombre de formations, mais comment vérifier l'existence réelle de ces formations qui auraient pu être proposées aux journalistes des rédactions. Donc il y a en fait beaucoup de sujets qui pourraient être intégrés dans ces notions de conditionnalité des aides. Encore faut-il qu'on ait des indicateurs fiables et en même temps qu'on ne se mette pas à alourdir en fait la charge de travail d'un certain nombre de titres de presse. Vous m'avez posé la question notamment sur cibler les aides sur les médias indépendants. Donc là, il y a en effet la notion d'indépendance qui est dictée par le SPIL. Mais c'est un peu contradictoire avec notamment tout le mouvement qui est pris par un certain nombre de médias indépendants de diversification des revenus. À titre d'exemple, qu'est-ce qu'on fait du Télégramme qui tire une partie de ses ressources financières de courses de la route du Rhum? Donc là, on les exclut. Vous voyez, en fait, toutes ces questions sont légitimes, mais sont dans les faits, concrètement, et là je me place en tant que ministre de la Culture, où on pilote ces aides,
la mise en place n'est pas si simple. Donc bien sûr, il y a tout un chantier de réflexion qui a été lancé depuis déjà plusieurs années pour faire une refonte des aides, notamment pour simplifier les aides qui sont les aides de l'État et faire notamment des critères communs. Vous avez mentionné les dépenses éditoriales. Donc ça, c'est en effet une piste que nous explorons. La question de la conditionnalité, autre chose sur la conditionnalité, c'est à qui s'adresse-t-on ? Quel périmètre en fait, des titres serait ciblé par la conditionnalité des aides ? Est-ce qu'on va obliger, admettons, à un titre où il y a 3 journalistes à répondre aux mêmes exigences qu'un média qui en emploie 500 ? Voilà, il y a quand même ces questions qui ne sont pas si simples et sur lesquelles, par contre, nous travaillons. Parfait, merci. Alors, évidemment, on est toujours trop long et il n'y a pas d'échange avec la salle et ça, c'est toujours désolant. Donc, Vincent, je vais vous demander d'être particulièrement concis. Et coup de chance, vous avez préparé une présentation, ce qui va sans doute nous aider à tenir les délais et à pouvoir garder un peu de temps pour les questions-réponses. Donc l'Europe, en fait, on n'y pense pas, mais l'Europe a des fonds qui sont fléchés sur nos activités. Le problème de l'Europe, c'est que c'est souvent loin, complexe, on n'ose pas. Et pourtant, il y a énormément d'aides, ça se chiffre en centaines de millions, qui sont fléchées pour développer les coopérations entre médias européens, voire au-delà de l'Europe. Ce qui est intéressant, on va le voir avec Vincent, c'est que ça inclut des médias qui ne sont pas dans l'Union européenne, une quarantaine de médias, mais je vous laisse nous exposer tout ça. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous ce matin dans le cadre de ces assises. Alors effectivement, c'est peut-être très peu connu. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu bénéficier peut-être de financement européen, mais effectivement, l'Europe, pendant la période Covid, avait notamment identifié le secteur culturel, créatif, audiovisuel et des médias d'information comme des secteurs prioritaires et qui avaient besoin, en fait, notamment d'un soutien renforcé en termes de financement. Donc là, on est actuellement sur ce qu'on appelle la génération de programmes 2021-2027. Et donc, il y a de très nombreux programmes européens qui ont eu une attention particulière pour renforcer et proposer des dispositifs spécifiques en direction des acteurs des médias d'information et de l'éducation média, donc en écho avec tous les sujets qu'on vient déjà d'évoquer sur cette table ronde. Alors, nous, en tant que Relais Culture Europe, c'est notre mission de service public. On a été créé à l'initiative du ministère de la Culture en 1998. C'est vraiment d'informer, d'orienter, d'accompagner tous les acteurs français, donc non seulement des secteurs culturels, créatifs, audiovisuels, mais aussi des médias d'information depuis 2021. Alors, donc, ce qui peut sembler un peu comme une jungle, mais c'est vraiment notre rôle d'être un peu comme le fil d'Ariane entre vos projets, les sujets que vous souhaitez développer au niveau européen, pour vraiment identifier avec vous quel est le programme et l'appel à proposition qui est vraiment le plus pertinent et le plus adapté par rapport à votre prochaine étape, par exemple de développement, si vous souhaitez, au travers d'un sujet, de travail d'investigation, de journalisme, ou s'il y a un projet que vous avez développé au niveau local, régional, national, et que vous souhaitez davantage développer avec d'autres partenaires européens. Voilà. Dès lors qu'il y a cette dimension d'ouverture européenne ou de collaboration européenne, les programmes de l'Union européenne peuvent être vraiment un élément clé pour soutenir votre prochaine étape de développement. Et un élément clé, voilà, c'est aussi l'enjeu, à la fois vous, de partager votre expertise et également de bénéficier de l'expertise d'autres professionnels, d'autres pays européens. Donc là, à l'écran, on voit un certain nombre de programmes. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des programmes, mais ça vous montre le foisonnement. Donc, je ne peux que vous inciter à aller voir. Là, on a la carte, donc je vous laisse commenter. Mais là, on voit peut-être que c'est bien au-delà ça va bien au-delà des pays de l'Union européenne, avec un accent particulier pour les dom-tom. Alors voilà, c'est ça, ce que Europe Créative, c'est tous les pays de l'Union européenne sont partie prenante de ce programme, mais également des pays qui ont souhaité rejoindre le programme et donc qui sont totalement éligibles pour développer aussi vos coopérations. Donc c'est notamment l'Islande, la Norvège, également tous les pays qui sont candidats pour rejoindre l'Union. Donc c'est aussi l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Serbie et l'Ukraine. Donc aussi au niveau politique, il y a vraiment une attention renforcée pour soutenir la coopération
avec des journalistes ou des médias ukrainiens, notamment en exil. Et aussi notre point d'attention, c'est que on a aussi une concentration des bénéficiaires du programme Europe Créative en région Île-de-France. Et c'est fait partie, nous, de notre stratégie de développer aussi des coopérations, des partenariats pour qu'une plus grande diversité de professionnels et aussi de médias d'information représentant une plus grande diversité de territoires, et donc notamment les territoires ruraux, les territoires frontaliers et aussi les outre-mer, puissent aussi connaître et se mobiliser sur ce programme. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a des cofinancements qui sont dans des proportions très très élevées, avec aussi du préfinancement qui peut monter à 70%. Et donc effectivement, et dans cette slide, c'est une sélection là de 4 appels, les appels news du programme Europe Créative qui sont dédiés spécifiquement aux médias d'information et l'éducation média. Et donc sur la base de votre projet et de votre budget, le financement européen peut aller jusqu'à 70%, même jusqu'à 90% des coûts éligibles de votre budget, et avec des montants qui peuvent aller jusqu'à de 500 000 à plus de 2 millions d'euros. Et effectivement, sur ces programmes, si votre projet est présélectionné, vous avez une avance de votre subvention qui peut aller européenne, qui peut aller jusqu'à 70% de son montant. Alors, si ça vous semble démesuré par rapport à là où en est votre projet, sachez qu'il y a d'autres interlocuteurs dont s'occupe également le Relais Culture Europe. C'est-à-dire par l'intermédiaire du Relais Culture Europe, vous pouvez rentrer en contact avec d'autres structures comme le journalismfund.eu, qui là, c'est des journalistes qui aident d'autres journalistes à boucler des projets de financement, mais de plus petite envergure. Alors c'est ça, ce qu'il y a aussi cet enjeu pour nous, et au travers des dispositifs, de renforcer l'accessibilité à cette dimension européenne. Et donc, on parle un petit peu de mettre un premier pied à l'étrier. Il y a aussi des dispositifs qui peuvent aussi soutenir directement des journalistes indépendants en tant que personnes ou des médias de petite taille sur une première expérience européenne ou transnationale. Donc, par exemple, il y a le Journalisme Fund qui est bénéficiaire d'Europe Créative et qui va redistribuer au niveau européen, dans le cadre d'appel à proposition, du financement européen, pour soutenir des projets de journalisme d'investigation avec cette dimension transnationale. Donc il y a effectivement des appels qui sont ouverts jusqu'à la fin du mois de mars sur des sujets, par exemple, d'information de locale ou journalisme d'investigation. Donc c'est aussi notre mission, au travers de nos newsletters, de rendre accessible cette information et ces dispositifs. Et les équipes de Journalisme Fund sont aussi à votre disposition pour vous accompagner dans vos candidatures sur ces appels. Donc vous voyez qu'il y a des appels à projets qui sont imminents. Donc c'est juste pour vous montrer que c'est des chances qui passent, qu'il ne faut pas laisser passer plus exactement. Donc 27 mars, il y a un appel à projet qui est régulièrement, 12 juin, etc. Donc il y a vraiment des occasions à ne pas rater, mais il faut que votre projet ait quand même une dimension transfrontalière. Vous pouvez travailler sur une même thématique, mais pourvu qu'il y ait au moins 2 médias européens représentés. Alors, quelques exemples pour venir illustrer. Qu'est-ce que vous avez financé ? Alors, en fait, sur ce dispositif du Journalisme Fund, donc financement transnational européen, voilà un exemple de projet qui a permis de soutenir un projet de copublication qui en réunit une diversité de médias français, d'autres pays européens, notamment sur la question, dans la manière notamment dont l'Union européenne traite la question de la protection aux frontières. Donc c'est vraiment une enquête d'investigation qui est très critique justement sur la politique de l'Union européenne en matière migratoire. Donc là aussi, ça rejoint l'un des sujets. C'est à saluer, parce que l'écriture n'est pas très claire, mais en gros, c'est l'Union européenne qui aide la Turquie à expulser des réfugiés syriens et afghans vers des situations de détresse. Ça veut dire que ce n'est pas glorieux pour l'Europe. Et pourtant, ça a été financé par l'Europe. Donc là aussi, c'est un point clé, c'est que tous les acteurs qui bénéficient de ces aides agissent en totale indépendance éditoriale. Et donc, l'Europe ne va pas censurer des articles, même s'ils sont
critique de la politique qu'elle développe. Voilà. Et là, vous voyez que l'Europe peut aider soit des structures, des journaux comme Der Spiegel, Le Monde, etc., Politico, et j'en passe, mais également des journalistes indépendants. Hein. Donc c'est pas forcément parce que vous êtes rattaché à un média que vous ne pouvez pas accéder à des aides européennes. Conclusion, il faut absolument, il me restait encore une slide, avant les coordonnées, il faut absolument noter les coordonnées de Vincent Soccodato, que vous avez là, que vous pouvez retrouver évidemment. Et je reviens juste sur la slide précédente, parce que j'ai peur de vous couper la parole trop vite. Là, c'était pour dire quoi? Je ne me souviens plus. Voilà, c'est juste pour vous présenter rapidement un petit peu tous les différents outils qu'on met à votre disposition. C'est vous inciter à vous inscrire à nos différentes newsletters. On organise également parce qu'on a des structures équivalentes dans tous les pays du programme européen. On organise par exemple des sessions transnationales de pitching de projets pour vous mettre en relation avec par exemple d'autres acteurs des médias d'information, l'éducation aux médias. Et donc on vous accompagne. Voilà. Dès que vous avez un projet avec une dimension européenne ou une ouverture vers peut-être d'autres pays, n'hésitez pas à nous contacter. Et là, on met en place notre suivi, notre accompagnement pour vous accompagner dans vos aventures européennes. Merci beaucoup Vincent. Il est 10h15, il nous reste donc un quart d'heure, un petit quart d'heure pour écouter... Alors c'est 45 ? Eh ben c'est génial, on a une demi-heure. Il fait un peu trop chaud, il faudra ouvrir les portes. Mais si vous tenez encore dans l'étuve, on a une demi-heure pour faire un jeu de questions-réponses. Et si vous n'avez pas de questions, ne vous inquiétez pas, j'en ai plein. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir le bal ? Oui, madame. Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, j'avais une question sur la sécurité des journalistes. On a beaucoup parlé de financement, mais la sécurité, c'est aussi un domaine qui recoupe le financement. Je pense notamment à Street Press, qui, je crois, dépense une grosse partie de son budget en mesures de sécurité parce qu'ils sont régulièrement attaqués, menacés de mort. Voilà, je pense aussi à certains journalistes de Blast qui subissent beaucoup de menaces, de cyberharcèlement. Je voulais savoir si dans vos différentes structures, vous réfléchissez à ça et à d'éventuelles mesures qui pourraient être généralisées à plusieurs médias. Alors, je ne sais pas, soit sous forme d'aide financière ou d'assistance juridique ou ce genre de choses. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi dans vos structures ? Alors, ça c'est la question piège, parce que c'est une question importante, mais on l'aborde peu. François ? Très rapidement, il y a pas mal d'associations qui s'occupent de ça aujourd'hui. D'abord sur des formations à la sécurité numérique. Donc ça c'est important. De protéger ses communications, ses bases de données, ses fichiers, etc. Donc ça, c'est la première chose. Il y a beaucoup de formations et même de formations gratuites. Alors, je cherche le nom d'une association parce que justement, on travaille avec elle sur l'appel à projet. Pardon ? Nothing to Hide, voilà. Donc, il y a Nothing to Hide. Je dis ça parce qu'on travaille avec elle sur l'appel à projet enquêté sur l'extrême droite, justement pour se prémunir de diverses vilainies. Et il y a RSF également qui fait beaucoup de choses là-dessus, hein. Pas seulement sur l'international en pouvant fournir des équipements de sécurité à des journalistes qui partent sur des zones de conflit, type tout bêtement, mais c'est très important, gilet pare-balles, kit de secours et ce genre de trucs. RSF fait également des formations sur des questions de sécurité numérique. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dirais ils font ça très bien. Nothing to Hide est spécialisé là-dedans, fait ça super bien. Donc enfin en tous les cas pour ce qui nous concerne, on va pas se mettre là-dessus. Ils sont. Oui, pardon. Je rebondis sur la question précédente sur l'assistance plutôt juridique. Parce que moi, je fais partie de Reflet. On a été attaqué par Patrick Drahi, qui a pléthore d'avocats très chèrement payés pour nous attaquer, et qui nous a attaqué au tribunal de commerce, et non pas en diffamation, ce qui est très complexe encore plus. Et ça nous a coûté beaucoup, ça a beaucoup impacté notre vie, etc. Et voilà, moi, j'aimerais bien savoir s'il existe une structure qui pourrait soit nous aider plus ou moins pro bono, etc. Alors, il en existe une, qui s'appelle, enfin, au moins une, mais l'Europe aide
il y a une ligne de crédit de l'Europe, alors j'ai plus son nom, mais sinon il y a une association qui est basée à Londres qui s'appelle Media Defence, dont c'est la mission. En fait, ce sujet particulier a l'objet en fait, d'un soutien spécifique de l'Union européenne au travers d'un dispositif qui s'appelle, en anglais, le Media Freedom Rapid Response Mechanism. Donc, il y avait eu un premier consortium européen qui en avait bénéficié en 2022, qui était coordonné par le CPMF, avec aussi en partenaire la Fédération européenne des journalistes, l'Institut international de la presse de Vienne, également le Free Press Unlimited. Et donc là, il y a un appel à proposition qui a été clôturé en janvier. Et donc, je sais qu'il y a 2 consortiums qui se sont portés candidats. On aura les résultats d'ici cet été pour qu'il y ait une reconduction de ce dispositif et vraiment une assistance diplomatique, juridique sur de la menace économique, politique, harcèlement en ligne. Et donc, c'est vraiment un consortium européen pour répondre de manière la plus rapide possible par rapport à des menaces et qui sont pour détecter de la manière la plus rapide possible justement et apporter ce soutien. Juste par rapport à la première question, pour rappeler que le ministère de la Culture a mis en place depuis 2019 un fonds de soutien à la sécurisation des sites culturels et aussi des rédactions. Donc c'est un fonds qui, si mes souvenirs sont bons, peuvent permettre aux bénéficiaires d'avoir un financement entre 200 et 600 000 euros pour sécuriser, mais alors là on parle de sécurité physique, les espaces où les journalistes travaillent. Merci. D'autres questions ? Est-ce que le ministère de la Culture a arbitré comment les aides à la presse seraient impactées par les baisses votées lors du budget 2025 ? Dans le détail, quelles aides seraient concernées ? Alors, l'arbitrage complet n'a pas été encore rendu. Alors, bien sûr, le ministère de la Culture doit contribuer à l'effort collectif et en effet, nous ne vont pas éviter... on va dire le couperet. Pour l'instant, non, pas d'arbitrage définitif. J'ai pas de scoop à vous donner ou quoi que ce soit. Donc c'est toujours en réflexion et ça devrait bientôt. On devrait avoir les idées peut-être un peu plus claires dans les prochaines semaines. Même les pistes, non. Il y a quand même une rumeur de gel, ce que je disais tout à l'heure, du FSDP. Donc fonds stratégique de développement de la presse. Donc je répète, c'est de l'aide à l'investissement. C'est une proportion qui peut parfois monter à 70% de l'investissement réalisé. Tout n'est pas aidé, mais c'est pour nous... oui, parce que je ne me suis pas présenté, mais moi je suis cofondateur de Médiacité et on s'est servi du FSDP, c'est fondamental pour nous. Et donc s'il y a le gel de ce FSDP, c'est dramatique. Alors, Gilles Bruno, l'Observatoire des médias, j'ai une question pour faire suite. Est-ce que du coup c'est une volonté pour laisser... le monopole à Google des aides à la presse, c'est quoi en fait le but ? Puisqu'aujourd'hui, moi j'étais sur la scène hier soir, après l'intervention dans le panel, il y avait Justine Rist de chez YouTube, et son responsable juridique était très fier de dire que c'était les premiers financeurs de la presse, ou que ça allait le devenir. Est-ce que c'est ça que l'État veut ? C'est ça ma question. Alors, j'ai du mal déjà à saisir en quoi Google serait le premier financeur de la presse. Et avec YouTube. Ah oui, d'accord, ceci. Mais par contre, je vois pas je vois pas la raison de votre intervention sur ce que veut le ministère de la Culture. On a des budgets qui sont maintenus avec de légères coupes sur la presse et les médias, des aides au pluralisme qui se Mais est-ce que c'est le moment de faire des légères coupes, en fait ? C'est ça ma question. Si vous me demandez si j'avais pu avoir plus de fonds pour les différents dispositifs Mais nous, on veut une grève de la fin de la DGMIC, en fait. C'est vrai. C'est ça qu'on veut. Non, mais je blague pas. En fait, on voudrait voir des choses avec du méga cran et être bouche bée devant vos actions, en campant devant le bureau de la ministre,
pour défendre la presse. Je crois qu'il y a peut-être des gens d'accord avec ça dans la salle. Très bien. N'hésitez pas. Alors, du coup, moi, j'ai envie de rappeler ce qu'a dit Sophie Taillé-Polian, une députée, hier, aux Assises. Elle a dit qu'une guerre, ça ne se prépare pas uniquement avec des armes, mais ça se prépare aussi avec une presse libre et indépendante. C'est-à-dire que c'est de la résistance de tous à chacun, quoi. C'est de l'esprit critique, c'est de l'information. François ? Juste un mot très rapidement. Je me souviens de discussions il y a plus de 10 ans avec les principaux responsables de la DGMIC où tout le monde était d'accord pour considérer à la fois la gabegie budgétaire des aides à la presse à cause de leur inefficacité. Et vous allez trouver évidemment la question polémique et désagréable, et pardon de vous la poser, mais est-ce que vous estimez normal que l'État verse entre 15 et 18 millions d'euros par an à LVMH pour combler... Non, mais c'est... Non, c'est pas le combat de Mediapart, c'est le combat de la presse indépendante. C'est dans le relevé de conclusion des assises de la presse indépendante, qui est de dire la question n'est pas tant le volume global des aides à la presse, mais évidemment sur les modes de distribution. Et ça fait quand même depuis plus de 10 ans qu'il y avait comme une sorte de consensus entre la haute administration et les médias sur de dire il faut arrêter que cette aide publique soit devenue une rente publique pour les dinosaures à l'agonie. C'est quand même ça qui se passe. Donc, je veux dire, une bonne politique publique, c'est d'aider des secteurs émergents. C'est pas d'entretenir les morts vivants en comblant chaque année les trous dans le bilan à coût de dizaines de millions d'euros pour des médias détenus par les premières fortunes de ce pays. Alors, merci de poser des questions déplaisantes, c'est ça qui est intéressant. Je vais évidemment laisser la parole à Mathieu, mais du coup, j'en profite, puisque je suis journaliste, pour vous informer des conclusions, des principales conclusions des États généraux de la presse indépendante et des États généraux de l'information, donc les États généraux officiels, sur le financement des aides à la presse, parce que ça permettra que vous répondiez. Donc, sur les États généraux de la presse indépendante, d'ailleurs coordonnés par le Fonds pour la presse libre, et brillamment, donc l'accès aux aides publiques à la presse devrait être conditionné au respect du droit d'agrément donné aux équipes rédactionnelles sur la nomination de la direction de la rédaction ou la rédaction en chef. Donc ça a été un moment envisagé par les législateurs, ça a été retoqué. Les médias qui ne respecteraient pas les obligations légales ne pourraient en bénéficier. Donc conditionnement des aides à la presse aux obligations de transparence, publication annuelle des comptes, des actionnaires directs, indirects, de l'ensemble des aides directes publiques et privées perçues et de leur utilisation. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des aides publiques directes à la presse doivent être fléchées exclusivement vers des médias indépendants. Hein. Voilà. Donc, et puis après, il y a encore plein de propositions sur les aides indirectes, soit un crédit d'impôt pour qu'on arrête avec l'opacité et les 50 propositions. Mais vous m'avez dit quand on a préparé ce débat que l'air n'était pas au lancement de crédit d'impôt, ou alors une TVA à 0%. Hein, ça faisait toujours partie des propositions des États généraux de la presse indépendante. Voilà, et je vous la fais courte, il y en a d'autres. Pour les États généraux de l'information officielle, et il faut lire ce document, hein, parce qu'il est quand même intéressant. Non, mais vous n'êtes pas obligé de le lire en entier, il est bien fait. Il y a des résumés. Et c'est thématisé. Et je l'ai relu avec plaisir pour vous. Alors, par exemple, ils inventent, bon, c'est pas encore transcrit dans la loi, hein, ils inventent des entreprises à mission d'information. Donc l'idée, ce serait de bonifier les aides à la presse sous réserve d'un nombre minimum de cartes de presse, de la participation des citoyens, des lecteurs, des journalistes à la gouvernance des entreprises de presse, sous réserve de participation à l'éducation aux médias, sous réserve d'information de la direction en cas de changement de direction de la rédaction, sous réserve de chartes éthiques, de comités d'éthique, etc., etc. Bon, après, il y a une taxe sur les fournisseurs de services numériques, on n'en a pas parlé, hein, les GAFA, mais ça figure quand même,
taxer davantage les gens qui nous pompent le contenu. Il y a les droits voisins, je ne rentre pas dans le détail parce que ce serait fastidieux. Et après, il y a instaurer, ça j'adore, une responsabilité démocratique. Donc avec, pour en fait inciter aussi des annonceurs publicitaires à mettre leur investissement pas n'importe où. Donc transparence sur les investissements publicitaires, obligation pour l'État de placer leur publicité auprès de certains médias qui respectent les critères de qualité, etc., etc. Mathieu, la parole est à la défense. Je peux juste compléter avec un petit truc. Non, comme ça, on achève, Mathieu. Non, mais j'aimerais quand même dire que déjà, heureusement qu'il y a un système d'aide publique à la presse qui existe, parce qu'en fait, globalement, il y a énormément de médias indépendants qui ont pu naître ou se développer grâce à ça. Donc déjà, quand même, je ne sais pas si c'est à vous que je dois remercier, mais merci un peu le système. Non, et puis quand même, l'autre constat, c'est effectivement qu'il y a une opacité immense sur comment les aides sont attribuées, notamment aux grands groupes de presse, mais aussi comment les aides sont calculées pour les petits médias en ligne. Et il y a un problème d'ordre de grandeur, c'est-à-dire que les aides au pluralisme pour la presse indépendante en ligne, la presse en ligne, donc dont Vert bénéficie, j'ai oublié de le citer, mais voilà, ça représentait 20 000 euros, je crois, en 2024. La totalité de l'enveloppe, c'est 4 millions, alors qu'on a dit que des grands groupes de presse sont aidés de l'ordre de 8, 10, 12, 15 millions, donc pour un seul titre de presse. Et Vert donc, a reçu 20 000 euros d'aide au pluralisme en 2024, alors qu'on a gagné, Vert est un média rentable, voilà, qui est 100% indépendant, on a gagné 35 millions d'euros plus que le Parisien l'an dernier. Parce qu'en fait, le Parisien, qui reçoit toutes ces aides, est tellement structurellement déficitaire, que, je complète ce que disait François, qu'il n'existe que parce qu'il y a des aides à la presse et que Bernard Arnault recapitalise à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Donc en fait, on a des médias qui d'un côté sont obligés d'être rentables économiquement, parce que nous, on ne peut pas faire n'importe quoi avec nos finances, qui sont aidés, et c'est très bien jusqu'à un certain point, et on a des grands médias qui n'ont aucune espèce de logique de rentabilité économique, et donc qui sont financés à fond perdu, et ce qui pose, je pense, une énorme question démocratique aussi, quoi. Alors moi, quand j'entends parler d'inefficacité en fait, des aides à la presse, il faut voir à chaque fois, lorsqu'on souhaite les modifier, les réformer, la levée de bouclier qu'il y a tout de suite. Donc j'ai du mal à concilier les deux facettes entre l'inefficacité des aides que nous mettons en place et dès que nous souhaitons les faire évoluer, où là on nous dit que c'est la mort de la presse, que tous les titres ne pourront jamais s'en sortir. Il y a une petite contradiction dans ces propos. Je vois tout à fait ce que vous ciblez. Alors nous, le ministère de la Culture, on est complètement transparent. Vous pouvez aller sur le site du ministère, il y a le tableau des aides à la presse. Vous avez les 800 titres qui ont été aidés en 2023. Je pense qu'il y en a, sur les 800, il doit y en avoir peut-être 600 qui sont des PME, TPE, 600, 700 qui sont des TPE, PME. Vous ciblez les aides à la distribution, c'est l'histoire un peu de la poule et de l'œuf. Si on fait une aide à la distribution pour les quotidiens nationaux, eh bien, tout simplement, quels sont les quotidiens nationaux? C'est le paysage médiatique français qui est comme cela. Si une aide a été mise en place pour le ministère de la Culture, c'est pour tout simplement permettre une accessibilité et avoir des tarifs abordables pour le citoyen, pour le lecteur, c'est-à-dire pour compenser les coûts de distribution, parce que quand le quotidien est imprimé de nuit, ce sont des horaires qui sont bien sûr de nuit, avec des coûts de transport qui sont exorbitants. Donc si vous ne voulez pas avoir votre quotidien à 5 €, mais plutôt là actuellement aux alentours de 3 €, c'est parce que l'État vient compenser ce coût. Donc on peut tout à fait envisager, en effet, on ferme tous les kiosques, il n'y a plus de marchands de presse, il n'y a plus de quotidien, mais ils seront tous à 5-6 €. Mais quand j'entends à chaque fois cette même rengaine sur les aides à la distribution qui vont qu'aux milliardaires, non, ces aides, elles visent avant tout à assurer l'accessibilité des citoyens, avoir des prix abordables et que notamment les éditeurs ne répercutent pas la totalité des coûts de distribution sur leur prix de vente. C'est ça l'objectif. On n'est pas là pour aider LVMH, et etc., etc. Merci. Autre question dans la salle? Oui, bonjour et merci pour toutes vos interventions. Une question pour Vert. Votre campagne de soutien a été une grande réussite, vous le disiez. Pour d'autres médias, c'est moins simple. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait que pour vous, ça a tellement bien marché ? Ouais, comment faire une réponse rapide? Donc, on a fait une campagne en fin d'année sur un projet éditorial qui s'appelle Chaleurs Actuelles, qui est un projet, une nouvelle rubrique et une nouvelle newsletter où on travaille en gros sur la désinformation
notamment liées au climat, et sur l'extrême droite et l'écologie, quoi. Et en fait, on a eu un peu le nez creux, puisque on est absolument 100% dans l'actu, et tous les jours, Donald Trump et Elon Musk viennent nous rappeler à quel point on a bien fait de lancer ce projet éditorial. Et donc, en fait, c'est un projet qui était un peu dans l'air du temps. Voilà, nous, on avait un peu du mal à faire le lien entre toutes ces différentes thématiques, mais en fait, elles sont intimement liées. On voit aujourd'hui que les gens qui désinforment massivement sont des gens qui sont proches de l'extrême droite, et notamment les gens qui remettent en cause le consensus scientifique sur le changement climatique comme sur d'autres, c'est les mêmes acteurs de la désinformation politique, médiatique, et c'est plutôt le camp de l'extrême droite. Donc, je pense qu'il y a eu ça, et après, c'est sûr que comme ça fait... ça va faire 3 ans qu'on fait un peu plus même, qu'on fait des campagnes de dons. On a un certain savoir-faire. On a un public qui est déjà là. Là, c'était une campagne de dons ponctuelle. Donc, on avait déjà 6 000 donateurs mensuels. Donc, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont remis au pot à cette occasion-là. Et après, je pense on pense vraiment, en fait, j'aime bien ce que disait François, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui se disent « Moi, je vais faire du bon journalisme et les gens ils vont venir parce que mon journalisme, il est bien. » En fait, non. Si tu es le meilleur boulanger du monde, mais que tu es dans une impasse et qu'il n'y a pas écrit boulanger sur ta devanture, personne ne va venir goûter ton meilleur pain du monde. Donc, c'est hyper important, en fait, de construire, qu'il y ait vraiment une co-construction entre, d'un côté, ce que tu veux vraiment faire éditorialement, et ensuite, comment tu vends ça d'un point de vue marketing. Et il faut vraiment que les deux fonctionnent de pair. Et nous, depuis le début, on essaie d'avoir un discours, d'avoir un ton qui est un peu léger, de se marrer un petit peu. On essaie de... là, je l'ai pas ici, mais on a notre mascotte pour cette campagne, c'était Pascal Pro, parce que c'est un peu l'avatar, il est au centre de tout ça. Et donc, on le mettait partout. On avait un gimmick de Pascal Pro qui était dessiné, qu'on mettait sur plein de posts. On a fait un sticker avec Pascal Pro, qui est un remix du même This is Fine. On voit Pascal Pro au milieu de flammes, avec une tasse avec marqué I love Bolo, et il explique que tout va bien. Donc voilà, on essaye aussi de... En fait, on fait de la pédagogie sur ce qu'on fait, on explique pourquoi c'est important de soutenir ce projet en particulier, qu'est-ce qu'on va faire, à quoi sert l'argent, et on essaie de faire ça avec un style et un ton qui fait que les gens ont envie de nous rejoindre et qui ne sont pas juste pétrifiés par la montée de l'extrême droite et la désinformation, quoi. Voilà. L'humour et 110 000 adresses quand même en base. On a 110 000 abonnés à nos newsletters, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Bonjour. J'ai un peu du mal à formuler ma question. Du coup, c'est pour Mediacoop. Mais en tout cas, je voulais vous remercier juste d'exister et de faire vivre ce projet. Et en tant que citoyenne, c'est extrêmement compliqué. Et en tant que citoyenne engagée, c'est extrêmement compliqué de me dire est-ce que je donne à Blast, à Street PS Savère ou à d'autres médias, et comment je fais, en fait, parce que l'argent, il n'est pas toujours beaucoup là. Et donc, merci. Et il faut que je me renseigne plus sur comment aider tout ça. Mais je ferai ça plus tard. Merci beaucoup. Alors, Mediacoop s'appelle Coop Média parce que Mediacoop existe et c'est un média. Voilà, d'où Coop Média. Merci pour cette intervention. Et du coup, il n'y a pas vraiment de questions, mais je veux bien dire un tout petit mot parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai pas pu tout raconter. Mais ce que j'entends là, ça fait vraiment écho à... Je pense qu'on a vraiment une utilité aujourd'hui. Nous, je crois que dans notre raison d'être, je ne l'ai plus en tête exactement, mais c'est vraiment faire un pont entre l'économie sociale et solidaire et les médias indépendants. Et en fait, tout ce que j'entends là dans les questions, quand vous parlez des médias qui croulent sous les attaques en gros judiciaires qui leur coûtent un bras, aujourd'hui il se passe la même chose dans l'économie sociale et solidaire. Enfin, j'ai vu hier, alors peut-être tu auras plus d'infos, mais aux États-Unis, Greenpeace USA qui se fait attaquer en justice pour 300 000 euros, et en fait 300 millions d'euros. Ouais, bon voilà, j'avais pas les chiffres et je sais pas exactement sur quel chef d'accusation, etc. Mais ils disent en fait nous on ne peut pas survivre à ça, et je pense que aujourd'hui c'est pareil, hein, la question des soutiens publics vis-à-vis du monde de l'ESS, le monde associatif qui est en train de mourir en fait. Et nous par exemple côté économie sociale et solidaire, il y a plein de gens qui viennent nous voir en disant mais Coop Média, vous faites le lien avec les médias indépendants, comment on mobilise les médias indépendants sur la cause du secteur associatif?
parce qu'en fait, on est en train de mourir de la même manière que les médias indépendants face aux médias mainstream sont en panique tous les jours. Donc je pense qu'il y a vraiment, en fait, on fait face à des attaques, souvent des mêmes personnes, des mêmes méthodologies pour aller nous mettre le couteau sous la gorge. Et je pense qu'il faut qu'on s'allie de la même manière que Street Press et Vert s'allient sur des projets éditoriaux, en fait, sur des choses comme ces attaques, etc. Il faut qu'on trouve un moyen d'allier nos forces et de se mettre ensemble. Sinon, en fait, si on reste dans nos silos, on va tout simplement crever, quoi. Je trouve que c'est un indice d'une évolution. C'est-à-dire que le fait que des gens qui ne sont pas dans nos milieux de la presse, qui viennent du monde de l'ESS, prennent le temps, fassent l'effort d'essayer de comprendre et viennent appuyer la presse, c'est un indice de quelque chose de nouveau. Le FPL, c'est une émanation en quelque sorte de la presse. C'est des gens qui étaient dans le secteur, c'est le secteur qui s'organise dans le sillage de Mediapart. Hein. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, et du formidable succès de Mediapart. Non, mais là, ESS qui s'intéresse à notre univers, c'est bien qu'il y a un enjeu qui nous dépasse largement. Oui, je voudrais juste dire un tout petit mot, pardon, je ne vais pas accaparer la parole, mais il y a un truc qui me paraît hyper important et que je commence à comprendre maintenant et que je n'avais pas en tête au moment de lancer mon média, parce que mine de rien, on fait du chemin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, dans la presse indépendante, qui ont mal compris notamment le succès de Mediapart et qui se sont dit un média indépendant, c'est un média qui fait de l'enquête et qui est financé que par des abonnements de lectrices et lecteurs. Et en fait, Mediapart, ça n'a jamais été que ça depuis le début. Et je le sais parce que moi, dans mon école de journalisme, on avait vachement cette idée-là que c'était vraiment le seul modèle qui était vraiment pur et que la publicité, c'était par essence mauvais, que toute autre forme d'argent que du don ou de l'abonnement, c'était par essence mauvais. Et je pense en grande partie que c'est vrai, et Mediapart a prouvé que c'était possible d'avoir un modèle économique aussi exigeant. Ce qu'on oublie, c'est que Mediapart a bénéficié de levées de fonds avec des gens avec des gens qui avaient de l'argent, donc c'est pas forcément non plus que des parangons de vertu. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire la course à l'échalote du modèle économique le plus pur. Et je pense qu'il est important aujourd'hui que dans la presse indépendante, il y ait plus d'argent. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant, l'initiative de Coop Média. Je sais pas si aujourd'hui c'est la meilleure réponse, si c'est la meilleure forme aujourd'hui, que ça n'a pas vocation à évoluer. Mais globalement, il n'y a pas assez d'argent dans le monde des médias. Le budget de CNews, je pense que ça doit être 2,5 fois le budget de toute la presse indépendante réunie, y compris en comptant Mediapart, Blast, tous les gros médias indépendants. Donc en fait, on a un gros problème qui fait que on a des médias qui font du super travail, mais dont le travail ne porte pas du tout autant que ceux des grandes écuries. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable de se dire comment je fais pour diversifier mon modèle économique en gardant une exigence absolue en termes d'indépendance. Mais voilà, il faut être capable aujourd'hui de réfléchir un peu au-delà de ces simples modèles. Et y compris, c'est aussi une question, on l'a vu, de sécurité. Parce que si demain, il n'y a plus la TVA à taux super réduit et les dons sont plus défiscalisés, et si on avait si on avait absolument tout mis là-dessus, on se retrouve particulièrement en danger, quoi. François, tu veux parler au nom de Mediapart ou c'est interdit ? Non, ayant été un des cofondateurs de Mediapart, je peux juste rappeler les conditions de lancement, effectivement. Dès le début, c'était pensé comme un projet assez ambitieux, puisqu'on a démarré à 25, dont 24 journalistes. Des journalistes expérimentés, donc il fallait payer au prix du marché. Et on avait comme objectif de tenir au moins 3 ans, qui est, je dirais, le délai souvent nécessaire pour installer un média et conquérir un public et donc construire un modèle économique. Donc effectivement, à l'époque, on est parti avec 3,5 millions d'euros, dont 1,5 million mis sur la table par les fondateurs. Tu le sais, Edoui Plenel avait hypothéqué un appartement, etc. On a chacun, moi j'ai mis toutes mes indemnités de départ du groupe Le Monde. Enfin voilà, on a réussi comme ça à faire un premier tour de table de 3,5 millions d'euros. Ensuite, ce qui est apparu assez vite quand même, c'est-à-dire que c'est un média qui, au bout de 2 ans et demi, je me souviens que le premier mois rentable de Mediapart, c'est en octobre 2010. Pour un journal lancé en mars 2008. Donc ça a été relativement rapide.
Ça ne veut pas dire que ça a été facile, parce qu'on a perdu aussi beaucoup d'argent. Il a fallu, au total, c'est un journal qui a dû investir 4,5 millions d'euros, dont 3,5 en capital, et puis après avec des aides, des prêts relais, etc. Voilà, avant d'arriver à la rentabilité que maintenant, ça fait... ils y viennent de publier leurs résultats, là, en début de semaine, donc 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et 3,5 millions de bénéfices nets. C'est un journal qui est bénéficiaire depuis la 14e année. On n'a jamais dit que c'était le seul modèle économique, l'abonnement. C'était le modèle qui correspondait au projet éditorial qu'on voulait faire. Après, la bonne surprise ces 10 dernières années, c'est qu'effectivement, des modèles sur du don récurrent peuvent exister. Alors, sans doute à plus petite échelle, parce que, voilà, arriver à avoir un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros par an, c'est plus simple par abonnement que par don, quoi. Mais enfin, je pense qu'il n'y a jamais eu de la part de Mediapart un truc disant regardez, c'est notre modèle qui doit faire loi d'une certaine manière. On essayait d'abord de le faire vivre et de l'installer, donc on n'allait pas être là à l'imposer à tout le monde. Moi, j'avais une surprise au lancement de Mediapart, parce qu'on avait eu cette discussion sur la publicité. Je n'étais pas spécialement anti-publicité. Le problème, c'est qu'on ne l'a pas fait pour des raisons très pratiques. C'est qu'on ne voulait pas se mettre dans les mains d'une régie publicitaire hors contrôle et dont on deviendrait plus ou moins les esclaves. Donc on a renoncé à la publicité pour cette raison. Mais ce n'était pas une position idéologique forcenée. Et du reste, on a aidé par la suite un site espagnol, Infolibre, qui est sur un mixte abonnement et publicité et qui fonctionne plutôt pas mal. Donc après, voilà, ça s'est construit en marchant. Après, on a regardé les aides publiques. Bon, on a renoncé. Donc depuis, je crois qu'on avait demandé un prêt relais de 200 000 euros en 2008, qui a été remboursé en 2009, et puis ensuite terminé. On s'est dit, bon, aide publique, tout comme Schneiderman à Arrêt-sur-Image, on ne prend pas les aides publiques. Alors, on ne prend pas de publicité. Vous êtes maintenant les derniers. Vous êtes maintenant les derniers, puisque même Arrêt-sur-Image a fini par solliciter des aides à la presse. Oui, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour ça que j'insistais sur la construction d'un lectorat. C'est que c'est un immense gage de confiance. Moi, ce qui m'a étonné, c'est comment le fait de ne pas avoir de publicité était perçu par nos lectrices et nos lecteurs comme un signe d'indépendance d'une force incroyable. Je ne soupçonnais pas ça. Et je dirais que sur les aides publiques, c'est pareil. Et sur les aides des GAFAM, qui toutes sont secrètes, l'accord sur les droits voisins passé avec Google, essayez de trouver les montants, le montant global et les montants reversés aux différents titres. Il y a une clause de confidentialité. Tous les accords passés entre Le Monde et Google, Facebook, etc., sont des accords secrets. Donc, si vous voulez, quand on dit il faut la transparence, parce que nous sommes redevables devant nos publics, c'est eux qui nous font vivre, et donc ils doivent savoir ce qu'il y a sous le capot, c'est comme ça qu'on construit une confiance. Eh bien, oui, construisons la confiance. Donc, rendons les aides publiques. Déjà, ça a été une bagarre pour les rendre publiques, pour qu'elles soient publiques par titre. Vous en avez certainement le souvenir. Au début des années 2010, il a fallu se battre comme des chiens avec les ministères de la Culture pour qu'on puisse accéder à une liste nominative de combien de titres aidés, quels étaient les titres aidés, à hauteur de combien. Roselyne Bachelot, du reste, pendant 2 ans, a mis le truc au fond du tiroir, quand elle était ministre de la Culture. Donc il manque dans la série, là, si vous pouvez reprendre toute la série, accessible aujourd'hui sur le site du ministère de la Culture, il manque 1 ou 2 ans de la période Bachelot, ministre de la Culture. Donc c'est une bataille permanente, ça, sur les aides privées, les accords privés, et sur les aides publiques. Je voulais juste dire un tout petit mot sur cette histoire de pub. Nous, on a été sollicités par à la fois les acteurs de l'économie sociale et solidaire d'un côté qui disent nous, on aimerait bien passer des annonces dans des médias qui nous ressemblent, en quels on croit, et des médias indépendants qui disaient nous, on n'est pas contre la pub.
Simplement, on n'a pas les moyens d'aller chercher les entreprises qui nous ressemblent, etc. Et du coup, on est en train de voir, est-ce que un des trucs que pourrait faire Cop Média, ce serait de faciliter les liens sur ce sujet-là pour les médias qui se disent pourquoi pas faire un peu de pub tant qu'elle est au bon endroit. Machin. Alors, le temps imparti est écoulé. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de frustration particulière. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à cet atelier.